Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler book haul puisque je vous présente tous les livres que j'ai achetés entre janvier et juin 2024. J'ai tout divisé en catégories par genre, comme ça si jamais il y a des genres qui ne vous intéressent pas, vous pouvez carrément switcher à la catégorie d'après. Du coup, on va parler romance, on va parler illustré, on va parler historique et finalement fantasy. Allez, à tout de suite. Pour la catégorie romance, je vais commencer avec Better Than the Movies. Je vais pas m'appesantir sur ce livre parce que je pense que je vous ai tellement rabâché que c'était trop bien qu'à mon avis vous avez compris. Mais bon, clairement dans Better Than the Movies de Lynn Painter, on va suivre Liz qui est donc amoureuse depuis toujours de Michael et qui se fait une fixette sur le fait qu'ils doivent vivre ensemble leur grand moment de comédie romantique le jour où Michael demandera à Liz de l'accompagner au bal de promo de l'année. Et donc elle va demander à son voisin, qui est un peu son ennemi de toujours, avec qui ils ont toujours passé leur temps à se faire d'énormes crasses, de l'aider à convaincre Michael de lui demander d'aller au bal de promo avec elle. Et si vous voulez, c'était un livre qui était hyper mignon, c'était tout doux, c'est une super chouette romance. Si vous l'avez pas encore lu, foncez, franchement il a été traduit, il est sorti il y a quelques semaines, et vraiment vous ne ferez pas d'erreur, donc allez-y, allez-y, allez-y. Moi, j'ai adoré, ça fait partie de mes coups de cœur de l'année, donc franchement, il est arrivé, il a été dévoré en quelques jours. Donc franchement, allez-y. Pour la suite des livres, je ne les ai pas encore lus, mais j'ai suivi les recommandations de l'influenceuse Bookishu sur Instagram. Si vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné par tout ce qui est romance, et notamment romance historique. Et donc, et en plus de ça, elle est vraiment à mourir de rire, donc n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux. Et elle avait parlé il y a pas longtemps d'une série qui s'appelle donc Les Dangereuses Demoiselles, dont le premier tome s'intitule Les Dames Pirates de India Holton aux éditions J'ai lu. Et donc c'est une série de livres complètement loufoque, ça se passe à l'époque de la Régence, mais ça a l'air d'être complètement barré. Il y a des pirates, des féministes, mais qui sont aussi sorcières, avec des maisons qui volent, enfin, ça a l'air d'être complètement loufoque. Et l'histoire serait donc que, en Angleterre, la Wisteria Society est un fléau, donc ce sont des féministes, des querelleuses, donc ce sont des sorcières en gros, qui terrorisent les braves gens, mais parmi elles, la jeune Cecilia attend avec impatience sa promotion au sein de cette société, parce qu'elle a qu'une envie, c'est de venger sa mère. On n'en sait vraiment pas beaucoup plus, apparemment elle va faire une rencontre qui va la bouleverser et qui semblerait être la romance principale de cette histoire. En tout cas, moi je vous dirais ce que c'est, franchement c'est mon année des histoires un peu timbrées, donc je me dis que c'est la bonne période bientôt pour lire celui-ci. Dans un modèle un peu plus classique, j'ai pris aussi Panique chez les Montgomery de Evie Dunmore, toujours aux éditions J'ai lu dans la collection Regency, c'est une collection que j'adore. C'est toujours des histoires hyper drôles, franchement vraiment cocasses et tout, et honnêtement, c'est vraiment pas à prendre au sérieux parce que souvent elles ont été écrites il y a un petit moment et donc on peut pas dire que la place de la femme, bon déjà à l'époque de la Régence c'était pas dingue, mais même dans ces écrits-là on peut pas dire que ce soit forcément des versions hyper modernes, donc il faut passer outre, mais par contre voilà, c'est des petites romances mignonnettes et franchement pour l'été j'ai envie de vous dire c'est très bien, donc j'ai pris Panique chez les Montgomery, dans lequel on suit Annabelle en 1879, qui est une jeune fille qui entre à l'université d'Oxford avec une bourse qui lui est octroyée par les suffragettes. Mais les suffragettes ont une condition qui est qu'elle doit convaincre Sébastien, donc qui est un duc, de rejoindre la cause. Mais Sébastien, lui, il a l'air d'être contre la cause suffragette du plus profond de son âme, et clairement la seule chose qu'il offre à Annabelle, c'est de devenir sa maîtresse. Donc concrètement, je pense que ça va faire un duo assez explosif. Pour le coup, ça parle des suffragettes, donc peut-être qu'on est dans une version un peu féministe. On verra tout ça. On enchaîne avec les Hathaway de Lisa Keplas, donc les tomes 1 et 2 aux éditions J'ai lu toujours. Donc là en fait on va suivre une fratrie, donc il y a 4 filles et un garçon qui ont perdu leurs parents et qui vont se réfugier dans le Hampshire pour survivre d'après ce que je comprends, et en fait Amelia qui est à la tête de la famille va être un peu comme Anthony, vous voyez dans Bridgerton au début, elle va se dire bon bah voilà je suis le pilier maintenant de cette famille, je vais me concentrer à faire en sorte que chacun de mes frères et sœurs se fasse un bon mariage et puisse survivre du coup dans la société anglaise.
Et il semblerait qu'elle fasse une rencontre qui la bouleverse et qui remette vraiment ses ambitions en question. Évidemment, c'est le début d'une romance. Il semblerait aussi que donc dans chaque tome on suive un personnage différent, donc moi ça me faisait hyper envie puisque maintenant que j'ai lu tous les Bridgerton, j'étais un peu en manque comme ça de romances régentes où on suit des différentes héroïnes à chaque fois ou différents héros. Et donc bah écoutez, les Hathaway, sachant que Lisa Kepler ça fait un peu partie genre de la même bande que Julia Quinn, je me suis dit banco. Et pour finir sur la catégorie romance, je vous présente du coup le Quatuor des Smythe-Smith, tome 1 et 2 de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Encore une fois ici, je vous en avais déjà parlé je crois dans mes anciennes vidéos, mais il s'agit du coup, si vous avez lu les Bridgerton, vous savez que chaque année il y a une soirée qui se passe chez les Smythe-Smith et les gens vont aller regarder ou plutôt écouter, survivre à une soirée en fait où 4 jeunes filles vont aller sur scène et massacrer la musique classique. Et donc on ne sait pas pourquoi, enfin ça fait beaucoup de scènes hyper cocasses dans les livres de Bridgerton, mais on sait pas du tout pourquoi ces nanas-là décident de monter sur scène alors qu'elles savent clairement pas jouer, et donc de faire un concerto pour tous les membres de la bonne société. Donc écoutez, j'espère que dans ce livre on va enfin avoir la réponse. Il semblerait que ça soit le cas, il semblerait qu'on retrouve aussi a priori des membres de la famille Bridgerton, donc ça me faisait hyper envie, j'ai bien envie de voir si avec ce livre-là on prend aussi un tournant un peu plus humour que dans les Bridgerton, donc on verra. C'est tout pour la catégorie romance, on passe à la catégorie illustrée. Sans surprise, je vous présente Lightfall puisque c'est un livre que j'ai acheté dernièrement et que j'ai lu direct et franchement mais quel plaisir, c'était tellement bien, je vous en ai parlé dans mon update lecture de juin. Franchement un bonheur. Dans ce livre on suit Béa, du coup, je vous répète une dernière fois, hein. On suit Béa qui va partir à la recherche de son grand-père qui a disparu, aidé de Cad, et tous les deux vont vivre plein d'aventures qui vont créer entre eux, on va dire, une amitié, et tout ça sous couvert d'une histoire qui est beaucoup plus importante, qui se passe dans leur monde, qui a attrait avec la lumière qui a disparu, etc. Je peux pas trop vous en dire plus parce que c'est un livre qui est pas non plus très long, donc je pense que c'est bien que vous le découvriez. Les planches sont sublimissimes, c'était génial, c'est un jeunesse, donc c'est paru d'ailleurs aux éditions Gallimard, bande dessinée, et c'est de Tim Probert. Et franchement, je vous le conseille 1000 fois. Moi, je pense que je vais très rapidement me procurer le tome 2 et 3, donc vous les verrez du coup dans ma vidéo book haul du reste de l'année, c'est certain. Ensuite, j'ai pris 3 BD plutôt, parce que l'auteur pour certaines m'avait été conseillé, donc il s'agit de Errol. Donc là j'ai pris Les Indes fourbes de Errol et Guarnido, pardon, aux éditions Delcourt. Donc c'est un sacré petit bébé, je sais pas si vous voyez par rapport à ma tête, mais c'est quand même assez... c'est un livre un petit peu conséquent. Et donc on va suivre ici apparemment une espèce de fripouille qui va embarquer sur un bastion espagnol dans le but d'aller aux Indes, donc qui correspondrait je pense aujourd'hui plutôt aux Amériques et notamment plutôt à l'Amérique du Sud. Et il serait en quête de l'Eldorado, bien évidemment, et on va suivre plein de ses aventures et de ses... J'ai envie de dire c'est bouffonnerie, mais je suis pas sûre que ce soit ça. On verra. A priori, ça se veut quand même assez humoristique. Donc je vous montrerai quelques planches en vidéo. Moi, c'est pas forcément le style de trait qui m'attire particulièrement, mais on m'en avait tellement parlé en bien de cette BD que je me suis dit, allez, en plus, ça a un côté historique, ça va me plaire, c'est sûr. Donc je vous ferai un retour très prochainement. Toujours de Errol, mais cette fois avec Majorana et Le Prévost, j'ai pris la BD aux éditions Delcourt Lord Foresthom, le tome 1. Donc là on est complètement dans un autre registre puisque en fait on parle d'une société plutôt victorienne et d'une jeune femme qui s'appelle Catherine Lacombe qui apparemment serait séduite par un Lord Foresthom mais qui a l'air d'être un espèce de dandy hyper dangereux qui aurait débarqué un peu de nulle part. On parle aussi de chasseurs de vampires, donc franchement... Pour moi, il y avait une énorme vibe Dracula de Bram Stoker, mais vous voyez la version qui a été faite par Coppola, vous voyez avec ce côté hyper gothique, hyper romantique et tout. Alors si ça se trouve, ça sera pas du tout ça. Mais en tout cas, encore une fois, je vous montrerai les images et je trouve qu'il y a vraiment aussi cette vibe dans les dessins là.
Donc écoutez, je pense que je vais me le garder pour la période halloweenesque, à mon avis ce sera parfait pour ce moment-là. Et la dernière BD que j'ai envie de vous présenter, c'est un peu particulier, c'est L'Âge d'Or de Cyril Pedrosa et Roxane Moreil, le volume 1 aux éditions Air Libre. Et encore une fois, enfin vous vous rendez pas compte, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte avec ma tête, je suis pas sûre de faire le bonhomme échelle le plus probant qui soit. Mais encore une fois, c'est hyper lourd, c'est un énorme bébé. Là par contre, les traits, magnifiques. En fait, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, c'est parce que Cyril Pedrosa, c'était un ancien animateur pour les studios Disney. C'est notamment lui qui avait fait les dessins pour Hercule, et moi c'est des dessins qui vraiment me touchent et vraiment que j'aime énormément, donc j'avais trop hâte de découvrir son trait dans d'autres univers. Et là, avec L'Âge d'Or, je crois qu'on y est. On suit dans cette histoire du coup un royaume où le roi vient de décéder, et normalement c'est sa fille qui devrait monter sur le trône. Et elle est super contente parce qu'en fait elle a envie de mettre en place des lois pour protéger son peuple, mettre fin à la famine, à l'oppression. Sauf que son frère lui fait que nini. Et il semblerait qu'il ait décidé donc de l'assassiner, de la renverser et de prendre le trône à sa place. Donc notre chère héroïne se retrouve en exil accompagnée de proches chevaliers et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc franchement je vous montrerai une fois encore des captures et vous verrez que là le style est hyper différent parce qu'on est dans une histoire médiévale mais avec un style de planche qui est vraiment moderne, avec des choix de palettes de couleurs hyper intéressants et on a l'impression que les palettes changent au fur et à mesure des aventures. Et donc franchement ça me fait trop envie, ça fait vraiment des plombes que j'avais envie de lire ce livre et j'ai trop hâte de vous en faire un retour. Pour la troisième catégorie, on va parler roman historique. Donc c'est une catégorie que j'affectionne tout particulièrement, mais comme souvent je suis un peu prise dans la frénésie de sorties fantasy et que du coup j'en oublie de lire ce genre de roman, cette année j'ai investi dans quelques nouveautés en me disant allez, c'est l'année du retour au roman historique. Et évidemment, vous allez voir que des romans des éditions Charleston, puisque c'est une maison d'édition que j'adore les histoires qu'ils sélectionnent. Et donc on commence tout de suite avec Les héritières de Love and Off de Corinna Baumann aux éditions Charleston. C'est une trilogie. On va suivre ici Agneta à Stockholm en 1913 qui veut absolument fuir de chez elle et fuir sa famille parce qu'elle est impliquée dans un mariage forcé qui ne l'intéresse mais pas du tout. Et donc elle, ce qu'elle a envie, c'est d'aller vivre dans les grandes villes, d'aller faire la fête ou faire des folies avec ses copines suffragettes. C'est l'année des suffragettes, semblerait-il. Et jusqu'au jour où, donc elle s'enfuit, et jusqu'au jour où malheureusement son frère et son père décèdent, et on lui demande de revenir à la maison pour prendre la direction du haras familial. Donc il semblerait qu'Agneta soit pas hyper contente de ce petit dénouement, mais elle va prendre quand même à cœur sa nouvelle mission et elle va notamment être très heureuse a priori de retrouver l'environnement hyper bucolique de son enfance. Donc ça c'est un peu ce qui nous est dépeint. On n'en sait pas trop plus. Tout ce qu'on sait c'est qu'évidemment ça se passe en 1913, donc c'est à l'aube de la Première Guerre mondiale, et que ça va venir un peu aussi chambouler l'histoire d'Agneta. Donc écoutez, c'est une énorme bricasse, les deux autres sont de la même taille, donc je pense qu'il va lui arriver plein de choses. Je vous en parlerai prochainement, parce que ça aussi, ça fait partie des catégories de livres avec lesquelles j'aimerais bien renouer assez rapidement. Le livre suivant, c'est Le Crocus jaune de Laila Ibrahim, toujours aux éditions Charleston, et là on est dans un livre qui est très court, mais qui à mon avis va être extrêmement poignant, éprouvant, émotionnel, donc je me prépare vraiment à une claque, puisque l'on suit Lisbeth, donc qui est une petite fille qui est enlevée à sa mère à sa naissance pour être confiée à Mattie, qui est une esclave, et qui elle-même se voit contrainte de se séparer de son propre bébé pour devenir la nourrice de Lisbeth. Donc en fait c'est un livre qui a priori montre justement la relation qui peut se nouer entre une esclave et une petite fille privilégiée à une époque où malheureusement les esclaves eux-mêmes n'avaient pas toujours le droit, la possibilité de garder leurs enfants et les élever et les aimer comme toute bonne mère, j'ai envie de dire, devrait avoir le droit de faire. Et donc je pense que c'est un livre qui va encore plus me toucher maintenant que moi j'ai deux petits bouts de chou. Donc je me prépare, je me dis il faut vraiment que je lise ça à un moment où vraiment psychologiquement je suis hop et que ça va aller. Mais je pense que c'est une très belle histoire et j'ai vraiment hâte de la découvrir.
On a Amy Harmon avec Ce que murmure le vent. Donc Amy Harmon, si vous l'avez vu passer dernièrement, c'est parce qu'elle a écrit La Première Née qui est parue aux éditions Charleston et qui est leur première fantasy, je crois. Mais finalement, pas tant que ça, parce que ici aussi on a quand même un caractère fantastique, même si c'est un livre historique, puisque Amy Harmon, ce qu'elle nous explique, c'est qu'on va suivre Anne Gallagher en 2001 à New York, qui se voit dans l'obligation de faire un voyage en Irlande afin de disperser les cendres de son grand-père sur un lac, donc ça fait partie, voilà, c'était sa dernière volonté. Et en fait, au moment où elle disperse les cendres, elle a comme un blackout, et quand elle se réveille, elle est en 1921, et il semblerait qu'elle soit son arrière-arrière-arrière-grand-mère, et qui avait disparu en 1915. Qu'est-ce qui va se passer ? Aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est sur un contexte qui est assez éprouvant, puisqu'on est finalement au début de la guerre civile entre l'Irlande et l'Angleterre. Donc si vous avez vu Downton Abbey, il y a quelques moments en fait, et quelques passages où ils en parlent. Donc ça doit être assez sanglant et assez éprouvant comme période. Donc écoutez, qu'est-ce qui va se passer à Anne ? Je ne sais pas. Moi je trouve que ça a un petit côté Outlander qui me plaît bien. Donc j'espère que la plume me séduira tout autant. Je vous dis ça. Et finalement, toujours de Amy Harmon, puisque, écoutez, ça devait être son année, j'ai été absolument happée par le synopsis de ce livre-là, qui me fait tellement envie. Je suis pas sûre qu'on dit synopsis d'ailleurs, vous me direz en commentaire, je suis pas sûre, je crois qu'on dit juste 4ème de couverture ou résumé. Je crois que synopsis c'est pour les films. Je digresse. Donc dans Amy Harmon, la fille qui prenait les armes, on se retrouve du coup dans un contexte qui est tout différent, puisque ça se passe aux États-Unis cette fois, pendant la guerre d'indépendance. Alors il faut savoir que les livres qui se passent à la guerre d'indépendance ou à la guerre civile, donc la guerre de sécession, vous pouvez être sûr que je vais les lire. D'ailleurs, si vous avez des bonnes recommandations dans ces deux périodes historiques-là aux États-Unis, mais n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire, ça me fera tellement plaisir parce que je suis toujours en recherche de ces livres-là. À bon entendeur. Donc, nous suivons au Massachusetts en 1780 Déborah, qui vit dans une petite ferme isolée, qui elle ne rêve que d'une chose, c'est d'aller dans les grandes villes comme Boston, comme New York, comme Philadelphie, c'est-à-dire toutes ces villes où finalement la révolution commence à faire rage, et donc elle ne trouve rien de plus intelligent que de se travestir et de s'enrôler dans l'armée continentale. Évidemment, être une femme dans l'armée, en plus à cette époque, je pense que ça va nous donner énormément de péripéties et qu'on va vibrer et qu'on va avoir peur, et qu'on va être pris d'une émotion extrêmement forte pour notre petite Déborah. Donc écoutez, je vous dis ça très vite. Et finalement, la dernière catégorie, et pas des moindres, c'est la fantasy. J'ai tout un tas de livres à vous présenter très différents, donc on commence tout de suite avec un de mes coups de cœur de l'année, La Chasseuse et l'Alchimiste. Dans cette histoire qui est donc une histoire avant tout romantique, et ça je tiens quand même à vraiment appuyer dessus, n'allez pas dans la chasseuse et l'alchimiste, compliqué, pour des enjeux extraordinaires autour de l'intrigue et du world building, parce que franchement vous risquez d'être un peu déçus. C'est avant tout une très 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 belle histoire d'amour entre Margaret et Wes. Donc ce qui se passe, c'est que Margaret, c'est une chasseuse et c'est aussi la fille d'une très très grande alchimiste. Mais sa mère, en fait, elle a vécu un événement traumatisant qui fait qu'elle délaisse un peu sa fille jusqu'au jour même où carrément elle part dans une de ses aventures alchimistes et elle ne revient pas. Et donc Margaret commence à s'inquiéter jusqu'au jour où Wes toque à sa porte. Lui a très 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 besoin de faire un stage auprès d'un grand alchimiste, et donc venait faire un stage auprès de sa mère, qui n'est pas là. Donc Margaret, elle sait pas trop quoi faire de Wes, sauf que au même moment commence bientôt la grande chasse, puisque une fois tous les je ne sais pas combien d'années, le Hala, qui est une créature mythique, apparaît, et que donc le village en question où il apparaît organise une énorme chasse afin de le traquer. Et pour ce faire, il faut toujours un duo alchimiste et chasseuse. Je vous laisse donc imaginer dans quoi Wes et Margaret vont se fourrer, parce que c'est vraiment le mot, parce que le Hala, vous voyez, ce n'est pas la créature mythique mignonne, c'est carrément une créature mythique sanguinaire. Cependant, tout n'est pas ce qu'il n'y paraît dans ce livre, parce que croyez-moi, outre l'intrigue,
même les sujets qui y sont abordés, si ça vous paraît comme une romance fantasy qu'on a l'habitude de voir habituellement, c'est pas du tout le cas. Il y a plein de sujets extrêmement importants qui y sont dépeints et vraiment, je vous incite à le lire, mais 1000 fois, c'est un livre qui est superbe, c'est un livre qui est lent, certes, mais qui est beau. En fait, c'est beau. Et vraiment, les sentiments, la façon dont ils sont faits, dépeints et décrits, enfin, tout est vraiment magnifique dans ce livre. Moi, c'est un livre qui m'a transporté, qui m'a habité pendant des mois. Et encore aujourd'hui, vous voyez, je l'ai lu en début d'année et vraiment, mais ça reste une de mes meilleures lectures. Donc franchement, foncez. Ensuite, j'ai été complètement... comment dire ? On va dire que je me suis laissée entraîner par les stories de Saxus, clairement, hein, on les remercie pas. Et donc j'ai craqué pour The God Killer de Anna Kanner. C'est une édition qui était tellement belle, enfin franchement, il faut que je vous montre vraiment l'intérieur du livre parce que vraiment c'est quelque chose de dingue. Donc si vous l'avez pas vu... Alors faut savoir que moi, Vers et Forêt, j'achète direct, hein, je sais même pas quelle est l'histoire et je le prends, mais regardez-moi cette illustration. Moi je trouvais que ça avait trop une vibe, vous savez, comment ça s'appelle la cité des elfes là dans Le Seigneur des Anneaux, enfin bref. Donc du coup, rien que la tête du lit, j'étais là, bon, il me le faut. Et en plus, l'histoire avait l'air trop cool, donc de quoi on parle? On parle de Kisen, qui est une déicide, elle déteste les dieux, elle s'est fait vraiment une mission personnelle qui est de tous les assassiner. Jusqu'au jour où elle croise le chemin d'un dieu un peu bizarre qui est complètement amnésique et surtout dont la vie est étroitement liée à une petite fille. Et donc elle se dit, ok bon là je suis un peu dans la mouise. Elle décide donc de les accompagner dans une ville où elle va aller faire un peu... Elle va aller un peu se mettre à genoux quoi, devant les derniers dieux. C'était une expression un peu bizarre. Elle va aller... implorer, je pense que ça sera plus clair, non, parce que là mentalement c'était un peu chelou. Donc elle va aller implorer les derniers dieux qui restent, qu'elle n'a pas encore kill, pour les aider, enfin leur demander en fait de les aider, donc ce dieu amnésique et cette petite fille, du coup à séparer leur destinée, a priori pour pouvoir kill ce dieu. On va voir, je sais pas trop, c'est assez bizarre comme histoire. En tout cas, ils vont être rejoints par un chevalier désabusé, ils vont être poursuivis par des démons, blablabla. Bla bla bla. Bon bref, il va leur arriver 10 milliards de trucs. Bon, clairement, moi, rien que le thème un peu, vous savez, les dieux... Je trouve que d'ailleurs c'est un thème qui revient pas mal ces temps-ci. Mais voilà, ce côté les dieux qu'on peut tuer. De cette fille là qui est contre eux, qui va se rebeller, etc. Moi je trouve ça assez cool, je trouve qu'on a vraiment cette empreinte de temps en temps, vous savez, un peu mythologique avec ces dieux qui sont loin d'être parfaits, et donc bah là forcément dans celui-ci on se dit mais pourquoi elle s'est dit qu'elle voulait les tuer, enfin forcément il a dû se passer une histoire absolument effroyable pour qu'elle se soit mis ça en tête, parce que ça doit être hyper dangereux. Donc God Killer me fait super envie, d'ailleurs je sais même pas pourquoi je l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Dans la série des livres, fantasy un peu bizarre, je vous présente Legends and Latte de Travis Baldree. Franchement, je sais pas si j'ai encore vraiment besoin de vous le présenter. On suit Viv, qui est une orque, qui décide d'arrêter de faire la guerre et d'ouvrir un café au milieu de nulle part auprès d'un village qui ne connaît mais absolument rien au café. Et c'est trop mignon, il se passe rien, on adore, juste on la regarde ouvrir son café, on la regarde se faire des amis, c'est trop cute. Limite, je vous dis, j'aurais dû le lire en automne, c'était tellement la bonne saison pour lire ça, et je vous conseille de faire ça, si vous l'avez pas encore lu, parce que vraiment c'est ce côté, mais le combo quoi, je prends mon plaid, j'ai mon thé chaud, et je lis mon petit bouquin où il se passe pas grand chose, mais c'est tout cucute. Franchement, combo gagnant quoi. Et évidemment, comme j'ai adoré, bah je me suis pris aussi le préquel. Donc là on va suivre encore Viv, mais c'est une histoire qui se passe avant Legends and Latte, où là pour le coup elle va être plus ou moins abandonnée d'après ce que je comprends par ses amis dans un village. Alors je pense qu'elle a fait une bourde ou un truc comme ça. Et elle va se prendre d'amitié pour des gens qui tiennent une librairie, jusqu'au jour où il semblerait que des malfrats s'en prennent à ses nouveaux amis, et donc elle se dit ça va pas se passer comme ça. Voilà, on n'en sait pas plus. Je pense qu'encore une fois, on va pas être dans une intrigue de folie, mais je suis trop contente de retrouver l'univers, et pour le coup, celui-là, je me le garde pour la rentrée. Pareil, aussitôt arrivé, aussitôt dévoré, Le Serpent et le Descendant de la Nuit, donc de Carissa Broadbent,
C'est Les Couronnes de Nyaxia, tome 1. Je crois qu'il est sorti aux éditions... J'ai un trou de mémoire, je vous mettrai là-haut. En français, bien évidemment, traduit. Ce livre... Bah, vous l'avez vu dans mon update lecture, hein, franchement, je suis partie dans tous les sens. C'est un genre de... J'allais dire, c'est un genre de Underworld. Bah ouais, un peu quoi, puisqu'on a cette jeune fille qui est une humaine qui se fait du coup plus ou moins adoptée par un roi vampire extrêmement puissant. Vous voyez un peu le lien avec Underworld. Et là, plus aucun rapport, et en fait elle doit prendre part à un tournoi qui a lieu tous les 100 ans, et le vainqueur du tournoi a le droit de demander un vœu à la déesse Nyaxia qui lui est automatiquement accordé. Et donc cette jeune femme va prendre part à ce tournoi et au sein de ce tournoi faire la rencontre de Ren qui est un vampire qui va faire alliance avec elle, mais bon voilà, je vous laisse imaginer ce qui va se passer. Et franchement trop bien, donc je l'ai dévoré alors que c'est quand même une sacrée bricasse. Il y a quand même quelques petites fautes de rythme selon moi dans le livre, mais franchement rien d'insurmontable. Il y a plein, enfin franchement il y a tellement à dire. Si vous voulez aller voir ma vidéo sur mon update lecture de juin, vous verrez que je pense que j'ai parlé 10 minutes à déblatérer en long, en large et en travers sur le serpent et le descendant de la nuit, donc n'hésitez pas. Et si vous l'avez pas encore acheté, mais qu'attendez-vous? Ensuite dans un style qui a rien à voir, qui est vraiment différent pour le coup, enfin même différent de ce que je peux retrouver d'habitude, je vous présente Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda, aux éditions Olympe. Juste une chose, la maison d'édition sur cet ouvrage a fait vraiment un travail extraordinaire. Je vous montre en 2 minutes parce que franchement je peux pas m'en empêcher. Regardez-moi cette beauté. Non mais regardez-moi ce livre quoi. Franchement on a juste envie de l'admirer quoi, c'est sublime. En plus à l'intérieur on a cette petite illustration en mode cabinet de curiosité. Magnifique. Et donc dans Porcelaine sous les ruines, on suit Alba, qui est donc qui est un génie, qui a été banni sur Terre par les autres génies parce qu'elle aurait accordé un tout petit peu trop de vœux. Et elle se retrouve sur un archipel qui semblerait être ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'Irlande. Et finalement, elle va faire son petit bonhomme de chemin là-bas, et elle va donc, grâce, j'imagine, à ses pouvoirs, faire prospérer cet archipel. Sauf que l'archipel d'à côté, ou le continent d'à côté, se dit « Mais attends, comment se fait-il qu'il prospère à ce point ?» Et ils envoient chez elle un émissaire, mais qui serait plus ou moins un espion, en la personne de, excusez-moi, je lis ça tout de suite, je me souviens plus comment il s'appelle, Lethan Alcor, qui s'est donc donné pour mission de percer les secrets de Lady Whitmore, Alba. Ça a l'air trop bien, franchement, juste derrière il y a marqué « Une tasse de thé, un monde de pluie, aucun secret n'est à l'abri entre 2 âmes ennemies. » Moi franchement, comme vous me faites des 4e comme ça, j'achète direct. Hein. J'avais à peine lu, j'ai vu le livre, j'ai lu ça, je me suis dit bah je vois pas comment je ne peux pas aimer. Donc pareil, lui je pense que je vais me le garder pour la saison automnale, parce qu'à mon avis ça sera parfait. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais que c'est la même autrice qui a écrit Du thé pour les fantômes mais sous un autre nom de plume. Et c'est pareil, c'était un livre qui me faisait hyper envie parce que franchement, je l'ai vu passer sur plein de chaînes et les gens disaient c'est hyper différent mais c'est trop bien. Et donc bah, c'est un peu ce à quoi je m'attends avec celui-ci, c'est-à-dire un truc un peu différent, qu'on voit pas tous les jours mais juste ultra prenant, donc on verra. Ensuite je vous présente un livre super chelou, ça s'appelle Gideon la 9e de Tamsin Muir aux éditions Babel. Donc c'est un premier tome, il y en a je crois 3 ou 4 déjà qui sont sortis. Et franchement celui-là, je sais même pas comment vous le résumer, tellement j'ai lu le résumé, ça doit faire 3, 4, 5 fois que je le lis et je suis là mais... En gros, on parle de Gideon, qui est une esclave, qui semblerait être à 2 doigts de gagner sa liberté, mais juste au moment où elle va la gagner, la personne donc, qui la tient en servitude lui demande un dernier service qui s'appelle Arowark Nonagesimus. Franchement, vous pouvez pas faire des noms plus simples, on s'en sort pas, hein. Nous, à chaque fois qu'on lit, il va falloir qu'on s'arrête dessus pour avoir toutes les syllabes. Déconnant. Et donc, Arowark Nonagesimus, qui est aussi une femme, c'est une magicienne et apparemment elle va répondre à l'appel de l'empereur. C'est aussi une histoire de tournoi a priori, qui lui permettrait de devenir une servante immortelle et toute puissante de la résurrection.
Aucune idée de tout ce que cela veut dire. Ça a l'air complètement loufoque et barré. Moi ça a l'air, voilà, comme je vous l'avais dit, hein, c'est un peu l'année du barré là, donc franchement ça me fait super envie. Et surtout, je l'ai vu sur 3-4 chaînes américaines et à chaque fois les gens disaient mais c'est ultra drôle et c'est ultra bien ficelé. Donc moi je me suis dit allez, un peu de fantaisie adulte ça va pas nous faire de mal, ça va au moins avoir le mérite, je l'espère, d'avoir un énorme world building bien solide, bien chiadé. Gideon la 9ème, je vous dis ça dans le courant de l'année. Et j'enchaîne avec 2 livres que j'ai achetés quand j'étais en vacances à Londres et à Oxford. Je me suis ramené des petits souvenirs livresques. Et donc le premier c'est Mortal Follies de Alexis Hall. Et là c'est trop drôle, en fait si vous voulez, moi j'ai lu, vous savez, le micro-résumé où ils essaient quand même de vous vendre le truc. Et il y avait marqué pour les fans de Juno Dawson. Donc Juno Dawson c'est celle qui a écrit Royal Coven. Et Bridgerton. Donc franchement j'ai envie de dire sorcière Bridgerton, ouais quoi. Et donc là on serait dans une espèce de romantasy de la Regency. Et donc on suit Maylis Mitchell-More en 1814 qui doit faire son entrée dans le monde à Bath, mais le jour où elle fait son entrée dans le monde il semblerait qu'elle a un problème avec sa robe et donc on se rend compte qu'elle a été maudite par une déesse hyper vindicative, hyper véhémente, encore une fois une histoire de Dieu. Et donc elle va essayer de faire une alliance avec Lady Georgiana Landrake, qui, a priori, aurait peut-être tué son père, et qui, a priori, serait une sorcière. Donc non, franchement, la régence, la romance, la sorcellerie... Bon, je vois pas comment ça pourrait ne pas me plaire, il faudrait vraiment que ça soit ultra mal écrit, mais bon, on s'en reparle sous peu. Et le deuxième livre que je vais vous présenter de mon petit voyage, c'est Someone You Can Build a Nest In de John Wiswell. Et là encore, préparez-vous, on est encore dans une histoire complètement loufoque. Donc, et on est encore dans vraiment le haut du panier des noms complètement chelous. Donc cette fois, on va suivre, accrochez-vous, Sheshechen. Excusez-moi. Mais Sheshechen, c'est quand même pas facile à dire. Et donc Sheshechen, c'est une shapeshifter, donc une métamorphe, qui a l'habitude de se cacher dans un manoir et de prendre un peu la forme de plein de créatures différentes. Et qui est souvent traquée, jusqu'au jour où en fait elle va faire la connaissance d'une jeune femme qui s'appelle Homily. Au moment même où Sheshechen s'était finalement métamorphosée en humain. Et donc Homily va penser que c'est une humaine, va lui dire moi je traque une métamorphe qui a tué des gens que je connais, etc. Sheshechen se dit mais alors je la connais pas, j'ai pas du tout tué sa famille, d'où, de quoi, de comment, qu'est-ce qui se passe quoi. Sauf que Homily va se dire mais qu'est-ce que tu fais toute seule dans ce manoir, viens je vais te ramener chez moi, tu vas pas rester ici toute seule. Et Sheshechen se dit bon écoutez pourquoi pas. Et s'ensuit finalement pour Sheshechen une petite... franchement Sheshechen c'est compliqué, hein. On va l'appeler Shen. Hein. Et donc s'ensuit pour Shen toute une espèce de petite expérience sociologique puisqu'elle va prendre part à la vie de Homily et des humains alors qu'elle-même ne comprend absolument rien aux humains, aux émotions, etc. Donc je pense que ça va faire pas mal de petites situations bien cocasses et bien drôles. Il semblerait aussi que ça devienne une romance entre ces deux-là, donc écoutez, on verra ce que ça donne. C'était hyper bien noté dans les avis, donc moi ça me tentait bien, je trouvais que le livre était absolument sublime, j'aimais beaucoup beaucoup. Donc écoutez, j'espère que ça sera une histoire un peu, vous voyez, comme les Johnson Latte, c'est-à-dire un peu loufoque, mais en même temps tellement mignonne. Donc on verra. J'ai peur juste que ça soit un peu gore et un peu dégueu. Donc je vous dirai. Le petit dernier que malheureusement je n'ai pas avec moi mais que j'avais quand même envie de vous présenter, c'était de Crimson Moss de Kristen Ciccarelli, si je me trompe pas, j'espère. Que je vous ai aussi présenté du coup dans mon dernier update lecture de juin. Donc vous le savez maintenant, c'est un livre qui m'a énormément plu. Donc on suit dans celui-ci Rune, qui fait partie d'une société où les sorcières étaient vraiment à la tête et avaient le pouvoir, et elles se sont fait renverser par des humains, des personnes sans pouvoir magique, décidément. Et
qui se sont donnés comme but dans la vie d'assassiner toutes les sorcières jusqu'à la dernière. Le petit problème, c'est que Rune, c'est aussi une sorcière en fait. Et elle a une double identité parce que le jour, elle fait partie de cette société frivole et complètement sanguinaire, et la nuit, elle est de Crimson Moss. Elle se donne du coup comme objectif de sauver un maximum de sorcières. Et un jour, elle se dit... Ça serait quand même très bien si j'épousais un traqueur de sorcières, comme ça je saurais exactement quand est-ce qu'ils les arrêtent et qui ils ont dans leur viseur. Quelle idée brillante! Et ben c'est exactement ce qu'elle va faire. Et donc elle va essayer de séduire Gideon. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Gideon aussi s'est donné comme but de séduire Rune, parce qu'il se dit « Attends, la petite là, en fait elle a des connexions dans tous les cercles, donc certainement qu'elle sait qui est The Crimson Moss. » Et donc ces deux-là arrivent dans une relation ensemble avec des agendas cachés bien lourds, et croyez-moi, ça fait une histoire divine. Je vous la conseille fortement. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que certaines de ces lectures vous font envie. Si vous les avez lues, ou qu'elles vous font envie, ou que vous les avez trouvées bien nulles, dites-moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite de passer de très belles lectures, et à bientôt! Bye bye!